Les Afghans ont un nouveau président, il s'agit d'Ashraf Ghani. L'homme a officiellement été investi aujourd'hui. Il a appelé à des pourparlers de paix avec l'ensemble de la rébellion islamiste, y compris les talibans. Les talibans qui ont perpétré un nouvel attentat à Kaboul, 4 personnes ont été tuées. Le calme est pour le moment de retour dans les rues de Hong Kong. Le gouvernement a ordonné ce matin aux forces anti-émeutes de se retirer. Des milliers de militants pro-démocratie continuent cependant d'occuper le cœur de la ville. Et puis, en Espagne, le gouvernement compte tout faire pour bloquer le référendum d'autodétermination de la Catalogne. Il a formellement demandé aujourd'hui à la Cour constitutionnelle de le déclarer illégal. Ce scrutin doit avoir lieu le 9 novembre. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Ashraf Ghani a donc été investi à la tête de l'État afghan. Il succède à Hamid Karzai, seul homme à avoir dirigé le pays depuis la chute des talibans en 2001. Il s'agit de la première transition démocratique de l'histoire de l'Afghanistan. Mais le nouveau président hérite d'un pays toujours en guerre malgré 13 ans de présence de l'OTAN. Il a d'ailleurs appelé à des pourparlers avec les talibans. Axel Simon. Le nouveau président afghan est investi. Ashraf Ghani succède à Hamid Karzai qui a dirigé le pays depuis la chute des talibans fin 2001. Son accession au pouvoir met fin à 3 mois de crise politique pendant laquelle les 2 candidats à la présidence se sont disputés la victoire. Sous la pression de l'ONU et de Washington, les 2 rivaux ont accepté de former un gouvernement d'unité nationale. Ghani en est le président, Abdullah le chef du gouvernement. Tous les citoyens afghans sont des héros et le gouvernement d'unité nationale représentera chacun d'eux. Nous nous engageons à prendre des mesures fortes pour protéger les valeurs de l'islam, faire des réformes et apporter le changement à tous les niveaux de l'administration afghane et de son gouvernement. À condition qu'ils parviennent à travailler ensemble, car les défis de ce nouveau tandem au pouvoir sont immenses. L'Afghanistan est toujours miné par la guerre et gangréné par la corruption, et les talibans ont redoublé leurs attaques ces derniers mois. À peine investi, le nouveau président a appelé à entamer des pourparlers avec les talibans. Combattre n'est pas la solution à nos divergences politiques. Nous avons prouvé que les différences peuvent être résolues à travers la négociation. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui s'opposent au gouvernement et les talibans à rejoindre la table des discussions. Autre dossier en haut de l'agenda, réchauffer les relations diplomatiques avec les États-Unis. Dès mardi, l'une de ses premières décisions en tant que président pourrait être d'autoriser près de 10 000 soldats américains à rester sur le territoire pour coopérer avec l'armée et la police afghane. Une investiture endeuillée par un attentat perpétré par les talibans. Au moins 4 personnes ont été tuées près de l'aéroport de Kaboul. Et puis sachez que l'Afghanistan signera mardi un accord de sécurité avec Washington, accord qui permettra à un contingent réduit de troupes américaines de rester sur le sol afghan au-delà de la fin 2014. Direction les États-Unis à présent et cette révélation de Barack Obama. Dans un entretien, le président américain a reconnu avoir sous-estimé la menace que représentait l'organisation État islamique et notamment le fait que le chaos en Syrie pouvait fournir un terrain propice à l'émergence de ce groupe djihadiste. Sur le terrain, les bombardements contre l'organisation de l'EI se poursuivent. Un complexe gazier situé dans l'est de la Syrie a été bombardé. Objectif de ces raids menés par la coalition, affaiblir notamment les sources de financement des djihadistes. Marc Pope. Assécher la manne financière des djihadistes, voilà l'objectif principal des États-Unis. Dimanche, plusieurs missiles ont ainsi visé des raffineries de pétrole et pour la première fois un complexe gazier contrôlé par l'organisation de l'État islamique, situé dans la région de Deir el-Zor. Ces images de l'armée américaine montrent également des frappes sur Kobani, pour stopper la progression des combattants djihadistes qui ont resserré leur emprise sur cette ville frontière syro-turque, majoritairement peuplée de Kurdes syriens. Depuis vendredi, la coalition internationale compte de nouveaux membres, la Grande-Bretagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique, qui limiteront leurs frappes au seul territoire irakien. La Turquie pourrait aussi bientôt venir engrossir les rangs. Ankara doit décider la semaine prochaine de la nature de son implication. Jusqu'ici prudent, le président turc semble avoir changé d'avis. Nous mènerons des discussions avec les autorités concernées cette semaine. Nous serons là où nous nous devons d'être. Nous ne pouvons pas rester en dehors de ceci. De leur côté, les djihadistes menacent.
Le Front al-Nosra, la branche d'Al-Qaïda en Syrie, annonce des représailles. Selon son porte-parole, les pays de la coalition commettent un acte horrible qui va les mettre sur la liste des cibles des forces djihadistes dans le monde entier. Al-Nosra qualifie les frappes de la coalition de guerre contre l'islam, des menaces qui font écho à celles déjà formulées par l'organisation de l'État islamique, deux groupes djihadistes à l'idéologie islamiste radicale, mais qui sur le terrain s'opposent dans une guerre fratricide. Il s'agit du plus grand procès contre le terrorisme organisé en Belgique. À partir d'aujourd'hui, des anciens membres de l'organisation Sharia for Belgium, dissoute il y a 2 ans, vont être jugés. Ils sont soupçonnés d'avoir incité des jeunes à partir combattre en Syrie. Le fondateur de l'organisation, Fouad Belkacem, 32 ans, est accusé d'être à la tête de ces envois. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Le calme est pour le moment revenu dans les rues de Hong Kong. Le gouvernement a ordonné ce matin aux forces anti-émeutes de se retirer. Après un week-end marqué par la violence, des dizaines de personnes ont été blessées. Des milliers de militants pro-démocratie continuent tout de même d'occuper le cœur de la ville. Alors jusqu'où ira cette mobilisation? Pour en parler, nous rejoignons notre correspondante à Shanghai, Clémence Dibou. Bonjour Clémence. Alors, est-ce que Pékin va pouvoir changer sa politique après ces manifestations? Eh bien, pour l'instant, le message de Pékin est d'une grande fermeté. Pas question de négocier avec un mouvement qualifié de radical orchestré par des extrémistes politiques, selon la presse officielle aujourd'hui. Un mouvement tout simplement voué à l'échec, puisque Pékin fait savoir qu'il n'existe aucun texte qui pourrait prévoir un moyen de revenir sur ce qui a déjà été entériné concernant les modalités des élections à Hong Kong en 2017. Un mouvement qualifié donc d'illégal qui n'aboutira pas, selon la presse officielle. Et d'ailleurs, Pékin a fait savoir qu'il assure toute sa confiance dans le gouvernement de Hong Kong pour ramener au plus vite le calme dans l'ancienne colonie britannique. Un message de fermeté et en même temps, Pékin cherche aussi à minimiser ces événements. Service minimum dans la presse officielle aujourd'hui et puis surtout c'est la censure qui marche à plein régime aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ce qui fait qu'il est très difficile pour la majorité de la population chinoise ici de savoir ce qui se passe réellement à Hong Kong. Qu'est-ce que craint Pékin, Clémence ? Eh bien, Pékin craint effectivement d'abord que ce mouvement ne trouve une résonance particulière à Taïwan. Taïwan qui a connu un mouvement étudiant ces derniers mois, le mouvement des tournesols, qui dénonce la mainmise de Pékin dans les affaires intérieures. Et puis, autre crainte de Pékin, celle que ce mouvement pro-démocratique ne se propage dans la population chinoise, ne serve de catalyseur à un mouvement réclamant plus de liberté dans le pays. Et puis, il faut dire aussi que le timing tombe très mal. Mercredi, le 1er octobre, eh bien, le parti fêtera les 65 ans de l'avènement de la Chine communiste, une date anniversaire clé et symbolique que Pékin n'a absolument pas l'intention de voir gâcher. Merci beaucoup Clémence, vous étiez en direct de Shanghai. Dans l'actualité également, au Japon, les recherches ont de nouveau été interrompues lundi sur les pentes du volcan Ontak. Son éruption samedi matin a fait au moins 10 morts confirmés. Un brusque réveil lors duquel ont été projetées des cendres et des pierres. Le bilan pourrait s'avérer encore plus lourd. Des dizaines de personnes ont été blessées. Le récit de nos confrères de France 2. Au milieu de ce décor lunaire, des points de couleur. Plus d'1 millier de sauveteurs déployés sur les flancs du mont Ontake. Ils ratissent, déblayent, creusent à la recherche des victimes. Dans les airs, des hélicoptères de l'armée japonaise sont là en soutien et pour assurer les évacuations. Au fur et à mesure des rotations, le bilan s'alourdit. Au moins une quarantaine de morts et plus de 60 blessés. Ce matin, le Premier ministre japonais a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Les autorités n'avaient pas vu venir la catastrophe. Le volcan est entré soudainement en éruption samedi, projetant des tonnes de cendres et de pierres et prenant au piège des centaines de randonneurs. On ne pouvait pas prévoir cette éruption. Le mont Ontake ne s'est réveillé qu'à de rares occasions par le passé. Nous n'avons pas assez de données scientifiques. Le mont Ontake continue de cracher d'importantes quantités de vapeur et une nouvelle fois, les opérations de recherche ont dû être interrompues en raison des fortes concentrations de soufre. Par sécurité, toute la zone a été bouclée. Restons en France ce week-end. Les pilotes. Restons en France ce week-end. La moitié du Sénat a été renouvelée. Sans surprise, la droite est redevenue majoritaire avec 190 sièges sur 348. Le FN, de son côté, fait son entrée au Sénat. 2 élus vont désormais faire partie de la Haute Assemblée. Il s'agit de Stéphane Ravier et de David Racheline.
C'est la troisième grosse défaite pour l'exécutif. Après la débâcle des municipales puis des européennes, c'est au tour du Sénat de clore une année de déroute à gauche. Avec 34 sièges gagnés, dont 16 dans l'escarcelle de l'UMP, pour Jean-Pierre Raffarin, réélu sénateur de la Vienne, c'est d'abord l'échec de François Hollande. Alors je crois qu'il commence à collectionner en effet les défaites. Je pense qu'il est clair que ça grogne très très fort dans le pays. Et là, c'est une grogne des territoires, de cette France de la diversité, milieu urbain, milieu rural. Donc les gens sont déçus, ils ne voient pas où va la politique. À gauche, le premier secrétaire du Parti socialiste minimise. Pour lui, le revers au sénatorial n'est pas une débâcle. Ce n'est pas la vague bleue que nous avait annoncée. L'effet mécanique des élections municipales devait donner à l'UMP et à la droite en général une victoire beaucoup plus importante. Il n'y a pas d'effet Sarkozy, d'un certain point de vue, dans cette élection. La gauche résiste. Si la droite a repris le Sénat, c'est aussi grâce au poids du centre, un groupe qui compte aujourd'hui 8 sénateurs de plus et qui compte bien ne pas être à la solde de l'UMP. L'UDI seul faisait la bascule du Sénat. C'est une très belle victoire, ça va nous permettre aussi de dire à nos partenaires de droite, attention, nous on ne veut pas d'un Sénat qui soit un bastion de résistance, qui soit un bastion stérile à la solde d'un homme pour sa candidature à la présidentielle. La surprise de ce scrutin, c'est l'arrivée de 2 sénateurs Front National au Palais du Luxembourg, une première sous la Ve République. Les pilotes reprennent peu à peu le travail chez Air France après 14 jours de grève. Pour autant, aucun accord n'a été trouvé avec la direction. Le SPAF, syndicat minoritaire, a lui décidé de maintenir son préavis jusqu'à mardi. Le trafic ne devrait pas revenir à la normale avant le milieu de la semaine. Sur les écrans, de plus en plus de vols Air France confirmés. À Roissy, les passagers se pressent au guichet avec l'espoir de faire partie des heureux élus. Oui, on est très soulagés, parce que c'est un voyage prévu depuis pas mal de temps. Vous allez où? À New York. Mais beaucoup de passagers restent amers. La grève des pilotes a duré 14 jours, l'une des plus longues dans l'histoire de la compagnie. Cette cliente a patienté 24 heures pour pouvoir partir. Fini Air France. Fini. Pourquoi? Parce qu'on est dégoûtés, on n'a pas été compris, on n'a pas été entendu. On a couru dans tous les sens pendant 5-6 heures, tout ça pour en fait ne pas avoir de place sur un vol. Victime collatérale de la grève, les commerces, cafés, restaurants ou cet employé qui protège les valises. Moins d'argent. On l'a ressenti. C'est bien que ça reprenne? Bien sûr que c'est bien. C'est bien pour tout le monde. Et pour les commerçants? Et pour les commerçants, bien sûr. Pour l'aéroport, pour tout le monde. À Toulouse, 60% des vols sont assurés aujourd'hui. Les taxis ont fait leur compte. 50% en moins, je pense, à peu près. Et bon, on attend la reprise, là. Manque à gagner également pour les loueurs de voitures. Il faut compter à peu près 10% par jour de personnes qui n'ont pas pris leur réservation, on va dire. C'était très aléatoire tous les jours, il fallait qu'on s'adapte et c'était vraiment compliqué, on va dire. Pour les professionnels comme pour les passagers, il faut encore patienter pour un retour à la normale. Le gouvernement espagnol bien décidé à ce que le référendum d'autodétermination en Catalogne n'ait pas lieu. Il a formellement demandé aujourd'hui à la Cour constitutionnelle de le déclarer illégal. Selon le président du Conseil, Mariano Rajoy, ni l'objet ni la procédure de vote ne sont compatibles avec la Constitution. Le scrutin est prévu le 9 novembre. Je vous propose d'écouter Mariano Rajoy. Ce n'est pas bon pour le droit de vote et le droit de décider de son avenir, que ce droit soit donné à une seule région seulement, en le refusant au reste de la nation. C'est démagogique d'utiliser des arguments qui sonnent bien, comme la liberté d'expression et le droit d'être entendu. Le problème, c'est que la personne qui revendique ces droits est en fait en train de les nier au reste du peuple espagnol. Et puis cette nouvelle va sans doute briser le cœur de beaucoup de ses fans. Et oui, ça y est, George Clooney s'est marié, mais vous pourrez toujours l'admirer dans ses films. L'acteur américain et Amal Alamoudine se sont officiellement dit oui aujourd'hui à la mairie de Venise. Samedi, toujours à Venise, les amoureux s'étaient déjà jurés amour et fidélité. C'était lors d'une cérémonie informelle dans un hôtel. Je vous laisse profiter de ces belles images et je vous dis à tout à l'heure.